Est-ce que des conducteurs sous l'emprise de stupéfiants, visiblement, quand on regarde ces chiffres, il y en a un peu partout sur la route en France aujourd'hui? Oui, au quotidien, vous avez des dizaines de pierres palmades et vous avez des dizaines d'accidents comme celui qui est mis en lumière par ce cas. Donc, ça pose véritablement la question de la prise en considération de la drogue au volant. On a mis très longtemps en France déjà à légiférer là-dessus. Mmh. Et aujourd'hui, je pense qu'on a encore beaucoup de retard dans les campagnes de prévention, contrairement à ce qui se fait en matière d'alcool. Alors commençons par la prévention, justement, vous le dites sur l'alcool, ça fait 30 ans qu'on a des campagnes, sur les capitaines de soirée, boire ou conduire, il faut choisir. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de campagnes sur le cannabis, la cocaïne. On nous dit pas: «Sniffer ou conduire, il faut choisir». Ça n'existe pas ce type de message aujourd'hui. Non, parce qu'en France, on vit un peu dans le royaume de l'hypocrisie. Ça veut dire que l'alcool, c'est une drogue légale, donc on Mmh. va, communiquer dessus, on va faire des campagnes de prévention. Le cannabis, c'est assez compliqué d'avoir un discours, des pouvoirs publics disant, «Se droguer ou conduire, il faut choisir», parce que déjà se droguer, c'est en soi interdit et c'est bien pour ça que ce que l'on réprime, c'est la conduite après l'usage. Mmh. Voilà, donc c'est l'une des Parce que des oui, ce qu'on difficultés. voit par exemple dans le cas de l'accident de Pierre Palmade, c'est qu'on est dépisté sur les stupéfiants immédiatement après l'accident. On vérifie tout de suite s'il y a eu usage de stupéfiants. En revanche, il y a très peu de contrôle en amont, de contrôle préventif. J'ai l'impression que ça arrive Mmh. de souffler dans un ballon, il y a des contrôles d'alcoolémie sur la route. En revanche, le dépistage des stupéfiants, c'est beaucoup moins systématique quand la police arrête quelqu'un sur la route, hein. Oui, alors le gouvernement, en tout cas le ministère de l'Intérieur a pu, communiquer des chiffres qui, moi, m'étonnent un peu parce que c'est On si parle vous de voulez 500 000 oui. contrôles par an, de dépistage de stupéfiants sur la route. Oui, alors après, si vous voulez, autant c'est automatisé, c'est la loi qui le prévoit en cas d'accident corporel, Mmh. autant à titre préventif, j'ai pas l'impression qu'il y en ait énormément. Et si vous voulez, si vous combinez l'absence de prévention avec l'absence de contrôle, bah forcément vous arrivez avec, avec on va dire des idées reçues Mmh. qui sont dramatiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un acquis que, l'alcool au volant, c'est dangereux. Pour certains Français, pour pas mal de Français, notamment des jeunes, la drogue au volant, c'est en soi pas si dangereux. Or, on sait que souvent vous avez une combinaison des 2 Mmh. et que les 2 multiplient par 30 le risque d'accident. Oui, mais parce que je vais vous dire la vérité, depuis ce matin, on a beaucoup de messages sur Direct Studio, sur l'appli RMC, d'automobilistes qui nous disent: «Faut arrêter, fumer un joint avant de conduire, c'est pas forcément dangereux, en tout cas moins dangereux que boire un verre». Est-ce que c'est aussi dangereux de consommer du cannabis que de boire de l'alcool avant de prendre le volant? Bah, les études, scientifiques et médicales sont là pour nous le dire, hein, le joint, va réduire, les réflexes, va réduire la tension, va avoir des conséquences sur l'organisme qui sont quasiment similaires à celles de l'alcool. Donc oui, aujourd'hui, on peut tuer quelqu'un sur la route en ayant consommé une drogue avant de conduire. Alors on a parlé de la prévention, maître Vincent Julet-Parade, qu'en est-il de la répression? Est-ce que les sanctions sont suffisantes, exemplaires, particulièrement sévères quand on a consommé, du cannabis ou de la cocaïne avant de prendre le volant? Alors, si vous voulez, je pense malheureusement qu'en France, on a encore un problème en matière d'application des lois qui existent, hein. Donc, les tribunaux, alors on parle de l'alcool ou des drogues d'ailleurs, après des accidents corporels, on a des quantums de peine, hein. Pierre Palmade en cours entre 7 et 10 ans. Mmh. Dans ce type de cas, vous avez des peines qui sont bien inférieures au quantum encouru, avec seulement une partie de ferme. Et ça aussi, si vous voulez... C'est-à-dire que, pour Ouais. traduire quand vous parlez de quantum, c'est-à-dire qu'il risque 7 à 10 ans de prison. Oui, mais les La frais. réalité, c'est qu'à la fin, un conducteur, dans le cas de Pierre Palmade, dans les affaires que vous suivez, passe rarement 7 ans en prison. Non, il aura 3 ans, dont 1 an en ferme, c'est-à-dire 2 ans avec Mmh. sursis. Et si vous voulez, ça pose la difficulté aussi de la fixation de la norme sociale, par la justice. C'est par des décisions de justice qu'on fixe ce qui est grave et ce qui ne l'est pas, pas seulement par la loi. Et tant qu'on aura des décisions de justice qui seront en demi-teinte, bah, on va considérer, que finalement, tuer avec, des stupéfiants, c'est Et pas forcément... qu'est-ce que je risque si je suis contrôlée sous l'emprise de stupéfiants sans avoir été impliquée dans un accident de la route? Bah, vous avez des peines qui sont, en tout cas des sanctions qui sont quasiment similaires à celles de l'alcool. Parce qu'encore une fois, vous avez, grâce au combat des parents d'une petite fille qui s'appelait Marie-Lou dans les années 2000, on a réussi à faire de la drogue au volant le pendant de l'alcool. Voilà. Mmh. Mais il y a encore, en effet, comme je le disais, vu que c'est interdit, on ne communique pas dessus. Et il est vrai que vous avez quand même une acceptation. Alors, autant vous avez une acceptation de la part des conducteurs par méconnaissance des dangers qui est plus grande. Maintenant, au niveau des magistrats, et là, pour le coup, l'identification de ça peut m'arriver de boire, elle peut Mmh. arriver. Autant ça peut m'arriver de fumer ou de prendre de la cocaïne, c'est moins répandu.
Et alors, il y a un dernier aspect, maître Jules Parra, sur lequel j'aimerais vous entendre dans cette affaire. On a besoin de votre éclairage aussi. On a appris qu'un couple qui est passé en voiture quelques minutes après le drame sur les lieux de l'accident a pu filmer des images grâce à ce qu'on appelle une dashcam, une caméra embarquée, des images qu'ils ont ensuite remises à la police. C'est un outil qui se démocratise, là, ces dashcams, ces caméras embarquées. Est-ce que c'est de plus en plus utile dans ce type d'affaires, ces automobilistes qui s'équipent d'une caméra dans leur véhicule? Bah, disons qu'en France, vous avez un certain vide juridique autour de cela. Oui. Je pense que ça J'ai mérite. le droit de filmer tout ce que je veux sur la route Non, parce aujourd'hui. que vous avez la question de l'atteinte à la vie privée. Mm. Donc, si vous voulez, ça peut poser difficulté. Maintenant, dans certains cas, ce sont des outils qui vont permettre d'apporter des éléments probatoires supplémentaires, hein, donc qui sont pas négligeables. Après, l'essor de ces dashcams pose aussi la question de l'essor de l'agressivité au volant. Ouais, je pense que vous avez, c'est souvent une réponse ou une prévention à. Dès Hmm. l'instant où on considère qu'on doit s'équiper de ce type de matériel, c'est aussi qu'on craint. C'est pour se prémunir. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que avec l'arrivée ce qu'on appelle vulgairement les boîtes noires dans les véhicules en application de la réglementation européenne, je pense que la question de l'avenir juridique des dashcams se pose.